Derrière, ils mettaient des lichens et des mousses, et à la place du bois, ils mettaient du branchage. Mais ils obtenaient l'étanchéité de la même manière. Les jeunes qui travaillent ici ne sont pas tout à fait des ouvriers comme les autres. Julien et Sylvain viennent des banlieues. Ils sont en situation plus que difficile et ont choisi d'effectuer leur stage de réinsertion au refuge du col de Sarenne. Franchement, ouais, c'est bien, c'est tranquille. On est mieux là qu'en prison, quoi, déjà, on va dire. Hein. Voilà, les juges, je sais pas, s'ils seraient un peu moins cons, ils nous enverraient ici plutôt qu'en prison. Maintenant, je sais qu'il y a autre chose à faire, travailler dans la campagne, c'est une priorité au bout de traîner dans les quartiers. Une main tendue par Fabrice qui correspond aussi à une certaine conception de la vie. Alors la mission, c'est déjà de leur ouvrir de nouveaux horizons, ensuite de leur montrer qu'il n'y a pas que du béton dans la vie, et pas que des procureurs, des magistrats et des flics. Il y a aussi des gens qui travaillent, qu'on peut gagner sa vie, qu'on peut faire autre chose que de brûler des voitures et qu'on peut peut-être évoluer autrement que dans la violence. Et puis surtout, c'est un pari exceptionnel parce que je pense que dans chaque humain, il y a quelque chose de bon, donc on ne peut pas désespérer de la condition humaine. La mise en route de cette chaudière à gazéification est sans doute l'un des faits marquants de cet automne. Il s'agit d'un prototype allemand qui permet une combustion dite propre car elle rejette très peu de gaz. L'incinération qui se fait à très haute température permet surtout d'y brûler tous les déchets domestiques, encore un plus pour l'environnement. Donc là on a une combustion forcée à plus de 1000 degrés et cette combustion forcée à plus de 1000 degrés permet de désintégrer 99% de la matière qu'on brûle. J'espère qu'un jour, tout contribuable français pourra recycler lui-même ses déchets. En plus, ça permet de valoriser sur site et d'intéresser les gens au tri sélectif. Le tri n'a d'intérêt que si les gens en tirent un profit immédiat. Si les gens, plutôt que de mettre le carton à la poubelle, le mettent dans leur chaudière pour en faire de la chaleur, je prends le pari qu'un jour, ils iront rechercher ce qu'ils ont mis à la poubelle. Sitôt après la mise en route de la chaudière, qui assure en partie le chauffage et l'eau chaude sanitaire, il est temps, avant la neige, d'installer un autre équipement, les panneaux photovoltaïques. Le photovoltaïque permet de produire de l'électricité qu'on va stocker dans un parc batterie ou qu'on va réutiliser, nous, dans notre cas, entre autres, pour remonter de l'eau dans le bassin d'altitude. Ainsi, de l'eau envoyée dans ce bassin redescend naturellement le long de la pente pour venir faire tourner une micro-centrale électrique. Donc en fait, l'énergie cinétique qui va être libérée par les buses et par le jet d'eau va rentrer en appui sur les petits godets de la roue Pelton et ensuite va faire tourner l'alternateur et produire l'électricité pour le refuge. L'eau, le vent, le feu, le refuge tire profit de tous les éléments que la nature met à sa disposition. Une sorte de chaîne énergétique qui fonctionne sur le principe des petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Avec un parc photovoltaïque de, on va dire, 25 mètres carrés, on va produire 2 kW. 2 kW, c'est dérisoire à l'échelle d'une installation qui en fait entre 4 et 6 pour une habitation classique. Mais 2 kW de photovoltaïque, 1,6 kg de l'éolienne, plus 4 kg de la microcentrale, plus la chaudière qui en produit 65, les uns conjugués aux autres fait qu'on arrive à résoudre l'équation terrible de l'énergie renouvelable à partir de faibles productions. La preuve que même à 2000 mètres d'altitude, l'homme ne manque pas de ressources, à un moment où justement la nature multiplie les messages d'alerte. C'est ce que nous verrons demain durant l'hiver.
Le poète y voit un paysage grandiose, un blanc manteau étincelant de mille feux. Pour l'investisseur, il s'agit plutôt d'un domaine idéal pour accueillir les milliers de citadins en manque d'espace et de grand air, le royaume de l'or blanc. Est-il possible de concilier ces deux mondes? Peut-on imaginer qu'un jour l'homme sera capable de vivre en interaction raisonnée avec la nature sans vouloir systématiquement la dominer? Au col de Sarenne, c'est Catherine qui fait entrer cette nature dans le refuge, comme si cet architecte d'intérieur cherchait à sublimer dedans ce qui la fascine dehors. Je vais voir les fleurs dans les prairies, je m'en approche, je les prends en photo et j'ai l'impression comme ça d'être en communication avec les plantes et c'est sympa. Je passe d'agréables moments justement avec les fleurs et puis ensuite en les peignant, c'est ce que je retrouve. Je retrouve cette connexion quand je suis dehors et que je les observe. À quelques dizaines de mètres du chalet coule la source, celle qui nourrit les plantes et les hommes. En ces temps de réchauffement climatique, elle joue aussi un rôle de témoin et son message est de moins en moins rassurant. Quand je suis arrivé en 2000, il y avait la moitié de l'eau là, qui s'écoulait. Là, on a quoi? On n'a plus qu'un petit filet. Un petit filet qui devient dérisoire. Donc la taille du pouce. Alors en 2003, on a dit c'est la cause de la sécheresse. Les nappes vont se refaire. Et depuis 2003, non seulement les nappes ne se sont jamais refaites, non seulement les sources n'ont jamais réapparu comme elles l'étaient, mais chaque année, on perd un peu plus de débit. Jusque-là, on avait l'habitude d'avoir de l'eau à profusion. Et à 2000, on se rend compte qu'il y a bientôt plus d'eau. Un grand cheval, viens. C'est un signe, une alarme même, et ça n'est pas la seule pour qui sait interpréter la nature. Ainsi, par exemple, une simple caresse à Napo et Oscar suffit pour comprendre qu'il y a un problème de saison. Voilà, ça c'est un indicateur, l'hiver est fini. Les chevaux perdent leur poil, on est au mois de février, on n'a jamais vu que les chevaux perdent leur poil au mois de février. Le mois de février, c'est le mois le plus froid de l'année et c'est là qu'on a les plus grandes précipitations habituellement. Et là, il est 10h du matin, on a déjà plus 8 en plein soleil et cette nuit, c'est tout juste s'il a gelé, puisqu'en fait le thermomètre ce matin indiquait plus 2. Et on est à 2000 mètres d'altitude. 2000, une altitude où le rayonnement solaire est si intense que les capteurs plans de nouvelle génération fixés sur la façade du chalet couvrent en période hivernale 85% des besoins du refuge, tant pour l'eau chaude sanitaire que pour les planchers. On a mis en place un système double voie, c'est-à-dire qu'on a une première pompe qui alimente l'eau chaude sanitaire et une deuxième pompe qui va alimenter le plancher chauffant. Un jour comme aujourd'hui, on a un fort ensoleillement, mais pas beaucoup de température. Il fait -1 à l'extérieur. Par contre, on arrive à chauffer de l'eau à 68 voire 70 degrés, de l'eau chaude sanitaire, à 9 litres minute de débit. Donc ce soir, on aura chauffé 12 000 litres d'eau, ce qui est énorme, à une température de 50 à 60 degrés, ce qui est largement suffisant pour pouvoir prendre une douche. Autrement dit, 8 jours d'autonomie, des avancées importantes. Mais le solaire n'en est qu'à ses premiers pas et Fabrice entend bien l'accompagner. On met le poids sur les roues, on ne met pas le poids sur la structure. La structure est déjà alourdie par le poids du bonhomme. Et tout ça, il faut que ça rentre 150 kg. Voilà. Ce croquis, par exemple, c'est son dernier projet qui devrait aboutir dans les prochains mois à la voiture solaire. Je te donne les exigences techniques. Après, si on veut faire aboutir le solaire dans les applications automobiles, il faut faire la preuve et rapporter la preuve que ça marche. Et rapporter la preuve, il faut se lancer rapidement dans un prototype, relier toutes les capitales à 120 km/h de moyenne. Si on fait du 100, c'est parfait. Et si on respecte la législation, c'est encore mieux. Donc on se limitera entre 80 et 90. Apporter la preuve que ça marche. Cette phrase résume à elle seule les motivations profondes de Catherine et Fabrice. Surprendre le randonneur, amener le touriste à une prise de conscience qui peut induire, qui sait, un véritable changement de comportement. Allez, par ici. Là. On passe d'un tourisme consommateur à un écotourisme intellectuel. Les gens qui viennent là viennent aussi pour chercher de l'information. Sinon, ils se seraient arrêtés à l'Alpe d'Huez. Les gens qui viennent là, ils viennent chercher du silence, des infos. Et si en faisant un séjour dans un refuge, ils en repartent avec une idée nouvelle de la conception, de la construction, du chauffage, du solaire,
S'ils l'ont testé ici, on a bonne chance pour qu'ils le mettent en application et que ça fasse son chemin chez eux dans leur développement. À ce jour, 98% des glaciers de la planète sont en régression. Les scientifiques prévoient leur fonte partielle ou totale d'ici à 2100. En ce moment même à Chicago, les experts mondiaux de la santé publique estiment que l'impact du réchauffement climatique sur la propagation des maladies infectieuses va très vite devenir un défi aussi majeur que complexe. De quoi faire taire le poète et ruiner l'investisseur. L'eau, la vie qui renaît au printemps. Alors que le bassin s'habille de vert, le gros sapin venu du Jura prend la forme d'une fontaine destinée à abreuver les promeneurs. La marmotte, qui s'est faite croquer par Catherine pendant son sommeil hivernal, se retrouve exposée tout en bas dans la vallée à la maison des alpages de Besse-en-Oison. Jusqu'à fin décembre, c'est tout un échantillon de la faune des sommets qui s'offre ainsi aux visiteurs sur un support naturel, bien évidemment. Là, on a deux bois différents. C'est un sapin qui a été reteinté et ça c'est un mélèze. C'est une planche de 3 plis mélèze comme celles qui sont là-bas. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'ambiance, c'est pas tout à fait la même chose. Pas question de descendre dans la vallée sans faire une halte dans le jardin extraordinaire de Rose, la bien nommée. Dès le début, c'est elle qui a joué auprès du jeune couple le rôle de conseillère agricole. Le jardin, j'étais un petit peu sceptique. Mais, vous voyez, il fait pas tout, mais Oui, on ne fera oui. pas jamais pousser des tomates. Si, Si, ça y est. ça Tu les pousse. as pas vues les tomates? Non, Bon, elles ça ont y un peu gelé, mais elles sont arrivées à maturité. Oh, Tu plantes, pareil, hein, chausse-les bien. Elles ont envie de vivre. Il se porte tellement bien, ce jardin, que lorsque vient l'époque des semis, on y fait parfois des découvertes aussi surprenantes qu'encourageantes. Alors ça, c'est pas des touffes d'herbe, c'est des plants de pommes de terre issus de la permaculture. C'est des plants qu'on a oubliés l'année dernière, qui ont passé l'hiver dans le sol et qui ont trouvé la force et l'énergie pour renaître après 6 mois d'hibernation, on va dire, dans la glace. Ça marche avec tous les végétaux que l'homme a tenté de domestiquer et de produire. Parce qu'initialement, les végétaux, ils étaient dans la nature. C'est nous qui les avons transformés pour nos besoins. Mais quand la nature reprend la main sur la production, elle le fait beaucoup mieux que nous. Désormais, le refuge est prêt à recevoir du public, prêt à transmettre le message du développement durable par l'exemple. Et ça commence plutôt bien. Ce groupe qui se montre si intéressé par ces prototypes de panneaux solaires n'est autre que le personnel du service environnement du Conseil général de l'Isère. Mais en fait, on est encore trop riche et on raisonne toujours par une dépense supplémentaire d'énergie là où on pourrait faire une économie. Et tant qu'on sera dans cette démarche Je crois qu'on a besoin de gens comme ça qui, au lieu de faire du baratin, font des choses concrètes. C'est des lanceurs d'idées qui sont indispensables pour qu'on passe de la civilisation de la consommation à outrance et du gaspillage à une civilisation du respect de la nature, des ressources naturelles. Donc c'est, à mon sens, une très bonne expérience à montrer d'abord à nos services et ensuite à nos élus et puis à toute la hiérarchie du Conseil général. Au menu, la visite guidée des installations du chalet, bien sûr. Mais Fabrice le perspicace ne résiste pas au plaisir d'alerter ses spécialistes de la protection de l'environnement sur le problème des alpages pollués par des troupeaux de moutons traités au lindane. Un produit antiparasite strictement interdit mais toujours utilisé par certains lors des bains. Tout ça, c'est fait avec l'argent du Conseil général qui a financé la baignoire. Oui. La baignoire ? Les baignoires et les équipements agricoles, ils sont subventionnés avec nos impôts pour pouvoir polluer un peu plus la nature. Parce qu'il n'y a pas de gestion environnementale globale. J'ai bien fait de venir. Voilà.
Bon, j'espère qu'on ira beaucoup plus loin et qu'on permettra aussi de toucher les élus et les gens qui prennent les décisions en amont pour éviter les incohérences, comme on vient de le souligner, dans la gestion environnementale. L'environnement, c'est quelque chose qui doit se conjuguer dans sa globalité et certainement pas pour